Aujourd'hui, on va voir que la peinture ne se résume pas à des tableaux enfermés dans des musées, mais que ces tableaux peuvent être de véritables chefs-d'œuvre, donc des sources d'inspiration, et qui peuvent avoir une seconde vie par rapport à ce qu'on en fait. Et le meilleur exemple pour voir ça, c'est le générique de Desperate Housewives. Nous allons donc étudier les peintures qui composent ce générique, et nous allons voir comment cette série les a génialement détournées. Non mais attends, il n'y a pas que des peintures dans le générique. Certes, mais il est quand même majoritairement composé de peintures. Et nous allons voir que même s'il y a des images, finalement, elles s'analysent de la même façon. C'est parti pour l'analyse. La première séquence reprend un tableau de Cranach l'Ancien représentant Adam et Ève. Ève a saisi la pomme et la présente à Adam. Elle attend qu'il se décide à la manger. Celui-ci hésite encore. Le serpent est du côté d'Ève et la regarde. Elle est donc d'emblée présentée comme l'incarnation de la tentation. Mais Cranach l'Ancien a peint plus d'une trentaine de tableaux représentant la chute. Alors, pourquoi avoir choisi celui-ci? À mon avis, il y a plusieurs raisons possibles. La première, pour l'absence de fond. La plupart de ces autres tableaux présentent Adam et Ève au milieu d'un jardin ou entourés d'animaux. Là, en enlevant le fond, la symbolique acquiert une portée générale. Dans le générique, on peut voir que le fond noir est remplacé par un fond vert. Mais à mon avis, c'est juste une question de visibilité. C'est pour que le téléspectateur voit mieux l'arbre et le serpent qu'il y a dedans. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a d'autres changements. La taille du serpent est devenue beaucoup plus grande et la couleur des fruits est devenue rouge. Ces éléments montrent que le générique a énormément insisté sur le thème de la tentation. Ève n'est pas la seule tentatrice et la femme n'a pas tenté l'homme qu'une seule fois. Toutes les femmes sont des tentatrices, elles ne cessent de tenter l'homme. La deuxième raison, c'est pour le moment représenté. Là, l'homme n'a pas encore choisi, il hésite, alors que la femme est déjà convaincue qu'il faut manger le fruit. Elle a peut-être même déjà mangé. Donc là, l'homme est encore sain, alors que la femme a déjà l'esprit perverti. À mon avis, il y a une troisième raison, c'est pour le regard. Là, Ève regarde Adam et non pas le téléspectateur. Là, son regard met défi et séduction. On peut voir son envie de lui faire croquer la pomme. Mais Adam parviendra-t-il à se décider? Dans le générique, la femme apparaît donc comme l'éternelle séductrice. Mais là, elle ne laisse pas le choix à l'homme. Elle mange la pomme et ne la partage pas avec lui. Pire, elle fait tomber une énorme pomme qui l'écrase. Ce qui montre que les tentations de la femme ont toujours de terribles conséquences pour son homme. Mais l'aspect comique de la pomme qui écrase l'homme rappelle aussi le côté boulette de Suzanne Meyer. La partie suivante fait référence au dessin de Louis Hague représentant l'hypostyle du temple de Philae. Dessin qui fait lui-même référence à un tableau orientaliste de David Roberts intitulé The Temple of Philae Nubia. Comme le titre l'indique, le dessin représente un temple qui se trouve en Égypte. Mais dans le générique, des personnages ont été rajoutés. On peut ainsi voir que Néfertari, la femme de Ramsès II, apparaît. C'était une femme de pouvoir et qui a même été divinisée à sa mort. Mais là, elle représente une mère dépassée par ses enfants. Ce qui montre que même une femme qui a un statut élevé reste quand même une mère au foyer. Ce personnage rappelle donc le rôle de Lynette Scavo. La séquence suivante s'inspire du tableau Les époux Arnold Finis de Jean Van Eyck. Il s'agit d'un tableau qui est assez problématique. Il existe beaucoup d'interprétations différentes et il y a même des bouquins entiers qui y sont consacrés. Pourquoi? À cause de certaines anomalies et à cause de la symbolique des objets. Mais là, notre but est de voir comment le générique a détourné ce tableau. Et je peux vous dire qu'ils l'ont fait de manière géniale. Ce tableau représente un couple qui vient de se marier. Leur tenue vestimentaire et l'intérieur de la maison montrent leur aisance financière. L'homme regarde la femme qui baisse les yeux en signe de soumission. Passons maintenant à la symbolique des objets. Le cierge. Allumé en plein jour, il représente les rites du mariage. On allumait également un cierge à la Vierge pour que l'accouchement se passe bien. Dans les deux cas, le cierge rappelle la procréation. Les socs, elles symbolisent l'acte sexuel, se déchausser étant le geste qui précédait le rapport. Les fruits, la pomme peut rappeler le péché originel, mais les fruits évoquent surtout la fécondité. Le mobilier, le lit est juste derrière la femme et le rouge, la couleur de la passion, est dominant. Le chien, il symbolise la fidélité et la maternité. Tous ces éléments évoquent donc le mariage et la création d'une famille.
Le générique, lui, reprend la grandeur de la maison et les tenues vestimentaires, mais il chasse tout le reste. Il y a encore le chandelier, mais la bougie qui était dessus dans le tableau n'est plus montrée. Il ne reste plus que l'aspect financier et l'aspect soumis de la femme. Cette soumission est encore accentuée par le geste de l'homme qui jette une peau de banane derrière lui et la femme qui va la balayer. Mais si le générique a retiré des objets, il en a aussi rajouté. La pièce a été vidée et par terre ils ont ajouté un tas d'ordures, ce qui peut montrer qu'il s'agit véritablement d'un couple sans amour. La séquence suivante s'est clairement inspirée du tableau American Gothic de Grant Wood. L'homme nous regarde droit dans les yeux et ses lèvres pincées lui donnent un air sévère. Son attitude évoque quelqu'un de rigide. Sa tenue montre qu'il s'agit d'un fermier qui a revêtu une veste. J'ai presque envie de dire son habit du dimanche. Sa femme se tient, ou plutôt s'efface, derrière lui. Elle le regarde d'un air triste. Il semble responsable de son malheur et elle lui en veut. Elle aussi a fait un effort vestimentaire. Elle porte un tablier de ménagère sur une robe noire à col blanc. Et elle porte un camé. Mais sa tenue et sa coiffure en font un personnage austère. Mais ce tableau contient aussi des éléments qui rappellent la religion. Il y a d'abord la forme de la fenêtre qui rappelle celle des églises du Moyen-Âge. Et en plus, là, le peintre y a rajouté le signe de la croix. Mais on peut également voir le haut d'un édifice religieux en bas à gauche. Il semble donc s'agir d'un couple de puritains. Maintenant, regardons la fourche. L'homme la tient fermement, les pics vers le haut. Elle ne sert pas à rappeler son métier, sinon il la tiendrait plantée dans le sol et il s'appuierait dessus. Là, elle est utilisée comme une arme. Elle peut agir comme un rempart entre notre monde et le leur, fondé sur la tradition, l'existence austère et la droiture morale. Elle peut aussi servir à dissuader quiconque de s'approcher de sa femme. Mais elle peut aussi servir de symbole. En effet, la fourche est symbole du diable. Cette interprétation peut paraître aberrante jusqu'à ce qu'on remarque que le motif de la fourche se répète sur les vêtements de l'homme. Il s'agit peut-être de l'incarnation du mal. Mais de toute façon, on ne pourra jamais vraiment savoir ce qu'il fait, puisqu'il est impossible de voir l'intérieur de la maison. Dans le générique, la salopette d'agriculteur est à peine visible et la fourche est écartée. La référence agricole est donc délaissée et la référence diabolique est également abandonnée. L'homme ne s'occupe plus de sa femme parce qu'elle est trop vieille. Et ça la rend triste. Lui par contre, retrouve le sourire grâce à une pin-up. Il ne s'agit donc plus d'un couple de puritains, mais d'un vieux couple menacé par l'adultère. Avant de passer à l'image suivante, revenons à la transition entre la troisième et la quatrième séquence. Nous voyons qu'après avoir balayé, la femme balance le balai. Donc si elle semble soumise au premier rapport, finalement elle ne l'est pas tant que ça. Elle se révolte donc. Et mieux que ça, elle humilie même un homme. La preuve, quand elle jette le balai, celui-ci remplace la fourche du tableau que nous venons de voir. La partie suivante est inspirée d'une image de propagande réalisée par Dick Williams. Sur celle-ci, une femme tient des denrées alimentaires dans ses bras et on peut lire « Bien sûr que je peux, je suis très patriotique et le rationnement ne me fait pas peur ». Cette image servait à inciter les femmes à rationner leurs aliments pour éviter la pénurie pendant la guerre. Mais sur l'affiche, il n'y a pas de fond, alors que dans le générique, elle se trouve dans une cuisine. Sur l'affiche, c'est une femme qui arrive à nourrir sa famille et qui participe à l'effort de guerre en faisant attention à sa consommation. Dans le générique, c'est simplement une femme qui fait tomber ses provisions à cause de leur poids. Encore une fois, on a affaire à l'image de la femme qui est dépassée par ses tâches ménagères. Au passage, on remarquera que la boîte de sauce tomate qu'elle fait tomber et qui atterrit dans l'illustration suivante fait référence à Andy Warhol. Le pop art envahit la séquence suivante et cette fois-ci c'est le travail de Robert Dahl qui est repris. Notamment ces deux tableaux, Romantic Couple et Arguing Couple. La boîte de sauce tomate finit dans les mains de l'homme. Après l'avoir reçue, il regarde sa femme d'un air énervé. Celle-ci se met à pleurer et finit par lui donner un coup de poing dans l'œil. Même si on ne sait pas exactement ce qui se passe, on arrive quand même à reconstituer l'histoire. On peut supposer que c'est la femme qui a donné la boîte de sauce tomate pour qu'il fasse à manger. Mais lui n'a pas dû être d'accord et il a dû répondre quelque chose du genre « C'est à la femme de s'occuper de la cuisine et pas à l'homme ». Sa remarque a donc fait pleurer la femme et lui a mis un coup de poing. La femme n'accepte plus sa condition et se rebelle. La dernière séquence ne fait plus référence à un tableau, mais à la première image du générique. Cette fois-ci, ce n'est plus Ève qui tient la pomme, mais des femmes modernes qui cherchent un homme à séduire.
Si nous prenons un peu de recul, nous constatons que toutes ces illustrations suivent un ordre chronologique. Il y a la Genèse, l'Antiquité, la Renaissance, le XXe siècle, les guerres mondiales, les années 80 et notre époque. Le générique, avec toutes les œuvres qui détournent, montre en fait la condition de la femme à travers les siècles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à la liker et à vous abonner. Ce petit geste me permettra de gagner en visibilité et donc de progresser sur YouTube. Pour en apprendre plus, vous pouvez aussi consulter l'article qui se trouve sur mon blog. Je vous mets le lien juste au-dessus. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.